Alors, je vais essayer. Les limitations au nucléaire, pour moi, sont le temps de construction des centrales, l'intensité capitalistique et en moyens de la construction de ces centrales, la durée de vie de ces centrales, alors pas que ce soit un problème en soi, mais je vais vous expliquer après pourquoi, et la disponibilité en uranium 235. Voilà les vrais sujets en ce qui concerne le nucléaire. Alors pourquoi est-ce que le vrai sujet, c'est la durée de construction et la durée de vie? Parce que quand vous rentrez dans le nucléaire, vous y rentrez pour un siècle. Quand vous rentrez dans le nucléaire, il vous faut n'importe quoi entre quelques années et quelques dizaines d'années pour décider de construire la centrale. Alors en crash programme, ça peut être raccourci à 0 seconde. Après, il vous faut quelques années pour la construire. Quand vous refaites pour la première fois, comme les Français, vous pataugez comme des bêtes, et donc à Olkiluoto ou à Flamanville, vous en prenez pour 10 ans, 15 ans. Quand vous êtes un peu plus rodé comme les Chinois, vous faites ça en 5 ans. Alors le PR qui était un nouveau modèle, ils l'ont fait en 7, mais enfin bon, globalement, ça avance. Mais quand même, c'est 5 à 10 ans. Et puis ensuite, c'est un engin qui va fonctionner 40 à 80 ans, voire plus, 80 parfaitement, aux États-Unis, où il y a une centaine de réacteurs en fonctionnement. Ceux qui ne sont pas arrêtés pour des raisons économiques, parce que c'est pour ça qu'ils les arrêtent en général, sont aujourd'hui tous autorisés par l'autorité de sûreté à fonctionner 60 ans. Tous. Alors, l'autorité de sûreté aux États-Unis a un système différent du système français, parce qu'à tout instant, votre centrale doit être conforme à ses spécifications de départ. Alors qu'en France, à tout instant, elle doit être conforme à l'état de l'art. C'est-à-dire qu'à tout instant, la SN peut dire maintenant, toutes les centrales doivent être équipées de ceci, cela, et si vous n'êtes pas équipé de ceci, cela, je n'autorise pas le fonctionnement. Aux États-Unis, votre obligation, ce n'est pas d'être équipé de ceci, cela, c'est d'être dans l'état dans lequel la centrale était au moment où elle est mise en fonctionnement. Donc les États-Unis ont une version plus faible, une acception plus faible de la sûreté que chez nous. Après, on peut discuter de laquelle est la bonne, mais voilà, c'était juste un détail qui est quand même important. Donc, vous en prenez pour un siècle, en gros, quand vous rentrez dans le nucléaire. Aucune industrie ne peut en prendre pour un siècle sans que ce soit une industrie d'État ou une industrie encadrée par l'État, à laquelle l'État donne des garanties formelles de pérennité dans son existence. Vous ne pouvez pas rentrer dans le nucléaire dans un pays quel qu'il soit si vous n'avez pas l'assurance que l'État va pas vous dire au bout de 10 ans, ah bah tiens, maintenant j'ai besoin de fermer 3 réacteurs pour choper 3% des voix, et donc, allez, crac, vous allez me fermer 3 réacteurs. Juste, c'est impensable de rentrer dans le nucléaire si vous avez le moindre risque que l'État joue à ce genre de jeu. Si vous êtes un opérateur privé, puis si vous êtes un opérateur public, de toute façon, il faut que l'État s'en mêle. Donc, le nucléaire est par excellence une énergie qui va avec une planification d'État, par excellence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État qui est le plus en pointe sur le nucléaire dans le monde et de très très loin, c'est la Chine, parce que la Chine a une planification d'État built-in dans son fonctionnement économique. C'est la raison aussi pour laquelle la France a la plus grande part d'électricité nucléaire dans son mix, parce que c'est un pays où il fut un temps, et je le regrette, pas parce que je suis vieux, mais parce que c'était un système efficace, la planification d'État avait toute sa place. Aujourd'hui, on pense que les marchés, y compris notre cher président, va vous donner toute la vérité sur l'avenir. On en reparlera des marchés qui vont vous donner toute la vérité sur l'avenir. On a déjà fait la connerie dans l'électricité. On s'apprête à la refaire dans le transport ferroviaire. C'est sûr que la SNCF, le premier truc dont elle a besoin en cette année de Covid, c'est qu'on lui crée de la concurrence. Voilà. On est juste en train de marcher sur la tête à un point c'est ridicule. Enfin, je veux dire, je pense que nos gamins auront honte de nous pour partie. En tout cas, on le mérite. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est vraiment dans les États très planifiés. Et un autre État très planifié, c'est la Russie, ex-URSS, qui a aussi une industrie nucléaire très forte, qui, du reste, Framatome, donc maintenant EDF, à quelques réacteurs en construction. Chez Rosatom, leur carnet de commandes, c'est 30 ou 40 réacteurs. Enfin bon, juste, ils ont le problème inverse d'une autre. Je crois qu'ils ne savent pas trop comment ils vont réussir à tous les construire en temps et en heure. Mais bon. Il y a des pays, par exemple la Finlande, quand on a merdoyé dans notre chantier à Olkiluoto, ils n'ont pas du tout dit on veut pas de nucléaire, ils ont dit on veut du nucléaire, sauf que le deuxième, on va le commander à Rosatom. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour les Français. Il est urgent de changer que ça change, si on y arrive, mais voilà, c'est juste pour dire. Donc le nucléaire est une énergie d'État par excellence, et c'est son principal inconvénient. Ce qui veut dire que dans un monde libéralisé dans lequel vous dites messieurs investissez à vos risques et périls, le nucléaire, no way.
Donc, il n'y a pas la moindre chance que le nucléaire soit une marge de manœuvre significative dans un monde qui est libéralisé, concurrentiel, où vous avez des risques. Comme c'est une industrie à coût fixe, c'est-à-dire que vous payez à peu près tout une fois que la centrale est construite, vous avez à peu près tout payé. Après, derrière, vous avez des frais de fonctionnement, mais qui sont marginaux par rapport au coût de construction. Ça veut dire que le coût ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire le coût de l'argent que vous allez devoir trouver pour construire votre centrale, soit sous forme d'investissement d'actionnaires, soit sous forme de prêt, donc les intérêts que vous allez devoir payer à ces gens-là, c'est quelque chose qui est crucial dans le coût du kilowattheure. Je vais vous donner un exemple. À Hinkley Point, il est connu que le coût du kilowattheure va dépasser les 100 € le mégawattheure. On parle de 120, etc. Alors, j'ai fait un petit calcul avec mon petit tableur Excel que je sais encore manier à mes heures perdues. Même avec un coût de construction délirant, puisque c'est beaucoup trop cher, le PR, eh bien, si le coût du capital à Hinkley Point était à 0, c'est-à-dire que si on avait donné gratuitement, exactement comme on le donne gratuitement à l'Allemagne aujourd'hui quand elle emprunte, l'argent pour construire ce réacteur nucléaire, parce qu'on est persuadé que c'est une excellente chose à faire pour l'avenir et qu'on a totale confiance dans le fait que l'État, à aucun moment, ne dira non, non, finalement, c'était une connerie, on arrête. Eh bien, si cet argent était prêté à 0, le mégawattheure de Hinkley Point coûterait 45 €. Il va en coûter 120 parce que l'argent qui est disponible à Hinkley Point, il n'est pas disponible à 0, il est disponible à 10%. C'est-à-dire que chaque année, vous allez devoir payer aux gens qui vous ont donné l'argent, soit sous forme d'investissement, soit sous forme de prêt, 10% du capital restant dû. C'est ça qui fait que le mégawattheure passe de 45 € à 120. Donc, en fait, l'essentiel de ce que les consommateurs de ce mégawattheure vont payer n'ira pas dans la poche du constructeur de la centrale, n'ira pas dans la poche de l'exploitant de la centrale, ça ira dans la poche des banquiers et des actionnaires. C'est ça la réalité du nucléaire dans un État, dans une économie où l'État n'assume pas le fait qu'il garantit l'existence pour du très long terme. Alors, inutile de vous dire qu'en France, même motif, même punition, comme l'État traite le nucléaire comme une variable d'ajustement électoral depuis maintenant 20 ans, il n'y a aucune chance qu'aujourd'hui vous trouviez des investisseurs pour investir. Voilà. Et si on crée de la concurrence dans l'investissement avec des opérateurs privés, le seul résultat que ça va avoir, c'est de faire monter le coût du mégawattheure, donc la concurrence qui va faire baisser, on en reparlera, tout simplement parce que ça va faire monter le coût du capital, parce que les gens ne voudront pas assumer leur risque sans une prime de risque extrêmement élevée. Voilà, c'est ça la réalité. Donc le premier inconvénient du nucléaire, c'est que c'est une énergie d'État. Et on ne relancera pas le nucléaire dans un État dans lequel l'État ne dit pas le nucléaire, c'est bien. Et c'est pas un peu bien, c'est très bien. Et comme aujourd'hui, on a en France, depuis 20 ans, une bande de pleutres qui traite encore une fois ce truc-là comme une variable d'ajustement, dans un monde dans lequel ils ignorent délibérément la contrainte du changement climatique, du pétrole qui va se faire plus rare, etc., eh bien, on a un système qui cafouille, où on est encore capable, évidemment, de maintenir dans de bonnes conditions les centrales existantes, mais quand il faut en construire une nouvelle, on patauge un peu. Je pense qu'il est absolument urgent que le gouvernement et que la classe politique redeviennent responsables là-dessus. Et soit dit en passant, une fois qu'on a dit le nucléaire, c'est bien, on est d'autant plus fondé à botter les fesses des gens qui font n'importe quoi. D'autant plus. Quand vous dites à vos enfants que vous les aimez, c'est plus facile de leur tirer les oreilles quand ils ont fait une bêtise. Quand vous leur dites que vous les aimez pas, c'est plus compliqué. Et c'est plus facile d'être sévère avec ses enfants quand ils font une bêtise si vous les aimez qu'avec des enfants à qui vous dites que c'est des gens qui ne sont pas respectables. Le deuxième inconvénient, donc c'est long à construire et long à exploiter, c'est ça le projet, et c'est très capitalistique, donc ça demande des grosses sommes. Le deuxième inconvénient du nucléaire, c'est qu'aujourd'hui, la filière que nous exploitons, à savoir l'uranium-235, n'est pas du tout à la hauteur en termes d'enjeux pour être capable de remplacer l'essentiel du parc de centrales à charbon. Parce que moi, quand je pense nucléaire, le seul truc qui m'intéresse, c'est pas d'en faire pour la beauté de la chose, c'est est-ce qu'avec ça, je vais être capable de remplacer les centrales à charbon en quantité significative. Voilà, c'est ma seule question. Le reste, je m'en fous complètement. Enfin, je m'en fous pas complètement, mais pas loin. Je vous rappelle que la moitié du parc de centrales à charbon dans le monde est en Chine. Donc, en particulier, si les Français peuvent aider les Chinois à remplacer plus vite leurs centrales à charbon, moi, je suis très partant pour ça. Et plutôt que de donner de l'argent aux Chinois en leur achetant leurs panneaux solaires, si on donnait de l'argent aux Chinois pour qu'ils remplacent leurs centrales à charbon par des centrales nucléaires, ça, en tant que contribuable, je préférerais de très, très loin. Je trouverais qu'on ferait quelque chose de beaucoup plus utile pour la collectivité. C'est pas rien ce qu'on a donné aux Chinois dans le cadre des panneaux solaires français. Parce que sur les 120 milliards que j'ai évoqués tout à l'heure, il y en a 50 ou 60 qui vont au solaire. Et sur ces 50 ou 60 qui vont au solaire, je dois avoir entre 10 et 20 milliards qui sont partis chez les Chinois. Donc, je ne suis pas complètement ridicule. Donc, on avait de quoi faire 2 ou 3 réacteurs chez eux.
voire 4. Voilà, c'est avec le même argent, nos impôts, qui est parti chez eux. Hein. Voilà, on aurait pu faire quelque chose, à mon avis, de plus intéressant. En tout cas pour le climat et la stabilité de la génération de mes enfants. En ce qui concerne l'uranium 235, donc l'uranium 235 ne constitue que 0,7%, on va dire, de l'uranium qu'on peut trouver dans la nature. Ça ne fait pas beaucoup. Par ailleurs, l'uranium n'est pas un élément extrêmement abondant dans la nature. Et donc, le fait de ne se servir que de cet isotope dans les centrales, c'est quelque chose qui limite nécessairement la possibilité de recourir au nucléaire de façon significative et pour longtemps pour remplacer le charbon. Donc, pour que le nucléaire soit durable, il est absolument indispensable de passer à d'autres technologies de réacteurs, à ce qu'on a coutume d'appeler la 4e génération. La 4e génération, en gros, utilise la capacité qu'a l'uranium 238 à se transformer en plutonium 239, qui lui peut être fissionné, ou la capacité qu'a le thorium 232, qui est un autre élément qu'on trouve dans la nature, à se transformer en uranium 233, qui lui est fissile. Et à partir du moment où on est capable de maîtriser ce qu'on peut faire, je vais y venir après, ce genre de réaction, à ce moment, vous multipliez par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, la durée de vie du nucléaire dans le monde ou le nombre de centrales que vous pouvez construire. Donc à ce moment, on a quelque chose qui devient une vraie marge de manœuvre pour tuer définitivement le charbon dans le monde jusqu'à ce que l'humanité s'éteigne pour autre chose. Et ces filières-là, donc on appelle la 4e génération, aujourd'hui, l'État vient d'abandonner quelque part sa part, l'État français. Alors, pour un motif de corne-cul, qui est qu'aujourd'hui, l'uranium vaut pas cher. Donc, ça, gérer l'approvisionnement énergétique du pays à l'échelle du siècle, au motif que le prix de marché de la semaine dernière est bas, alors ça, comme connerie, vous repasserez, mais j'ai rarement entendu mieux. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'a ni queue ni tête, bien évidemment, qu'il fallait continuer. En fait, il fallait continuer en association avec ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Je pense que pour la 4e génération, il faut faire un programme fast-track européen avec les Anglais, les Finlandais, les Suédois, une partie des pays de l'Est et les Espagnols. Voilà très exactement ce qu'il faut faire. Il faut y mettre quelques dizaines de milliards qui seront beaucoup mieux employés qu'en France, en tout cas, et dans un certain nombre d'autres pays dans le solaire chinois. Qui en plus en ce moment se fait au sol en coupant de la forêt parfois, totalement déliant, et avancer très très vite dans un certain nombre de filières. Alors là-dedans, dans les filières qui me semblent, je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, mais qui me semblent pertinentes, il reste l'uranium, plutonium à sodium fondu. Il y a un certain nombre de réacteurs en fonctionnement dans le monde ou qui ont fonctionné sur cette base-là. Ça présente des inconvénients, mais ça présente aussi des avantages. En France, on a un réacteur qui est Phénix, donc c'était un petit modèle de Super Phénix qui a fonctionné pendant plusieurs dizaines d'années, qui est actuellement en cours de démantèlement. Et vous avez en Russie un réacteur de cette nature qui aujourd'hui s'est mis à fonctionner en mode sur-régénération totale, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'aucun apport d'uranium 235 pour fonctionner. Et c'est un réacteur électrogène, hein, il est couplé au réseau, qui fonctionne de cette manière. Vous avez évidemment les réacteurs à sel fondu, qui sont des réacteurs qui sont intéressants du point de vue de la sûreté, parce que s'ils fonctionnent à pression atmosphérique, il y a de la chimie et du retraitement continu qui sont des vrais problèmes. Ce n'est pas nécessairement le thorium qui est le plus intéressant dans ces réacteurs. Vous pouvez aussi fonctionner avec de l'uranium. Le thorium a des avantages et des inconvénients, et dans les inconvénients qu'il a dans ses produits de fission, donc ce qu'on a coutume d'appeler les déchets, il a un de ces produits de fission qui a une radioactivité gamma extrêmement dure. Donc ça veut dire que pour gérer les déchets du cycle du thorium, il faut prendre plus de précautions que pour gérer les déchets du cycle de l'uranium. Donc ça n'a pas que des avantages, le thorium, ça a aussi quelques inconvénients. Mais bon, tous ces inconvénients sont secondaires par rapport au risque que j'ai évoqué tout à l'heure de se retrouver avec 3 milliards de gens qui vont crever et qui vont aller voir chez le voisin si quand même les conditions ne sont pas un peu plus clémentes et tout ça dans un monde dans lequel ça sera plus difficile de trouver à manger. Je pense que les inconvénients du nucléaire sont totalement marginaux face à la possibilité d'éviter une partie du drame que je viens d'évoquer. Donc c'est clairement en termes d'arbitrage de risque que je raisonne, moi. Hein, le nucléaire, y recourir, permet d'éviter une partie du risque du changement climatique et la totalité du risque nucléaire, c'est beaucoup moins grave qu'une partie du risque du changement climatique. Donc pour moi, l'arbitrage est très vite vu et c'est le père de famille qui vous parle. Alors, dans les inconvénients qui n'en sont pas pour moi, et je vais finir par la question des déchets,
Dans les inconvénients qui n'en sont pas, il y a justement la question des déchets. Pour moi, on se fait peur pour rien. Voilà, les déchets, on fait ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on les sépare du combustible usé et on les met dans un trou à CIGEO. Et voilà, et on les oublie, et ça va très très bien. Il faut savoir que le plus vieux stockage de déchets nucléaires dans le monde, il a 2 milliards d'années. Il n'a pas 10 000 ans, il a 2 milliards d'années. Parce qu'il y a des réacteurs naturels qui sont apparus dans le monde et qui ont fonctionné il y a des milliards d'années. Et ces réacteurs naturels ont produit des déchets, comme tous les réacteurs que nous créons aujourd'hui de façon artificielle. Il y a le détail qui a été donné dans une interview que j'ai donnée à Marianne, qui est disponible sur mon site pour ceux que ça amuse. Et ces déchets ont évidemment été laissés à volo, si je puis dire. Donc, ils ont été laissés là où ils ont été créés. Il n'y avait pas d'homme il y a 2 milliards d'années. Et donc, on a une vision géologique très, très longue de ce que ça donne de mettre des déchets dans un bout de croûte terrestre et de voir ce qui se passe ensuite. Donc, je n'ai strictement aucune inquiétude, mais alors vraiment aucune, en ce qui concerne les années qui me restent à vivre et mes enfants et les enfants de mes enfants, si on met ces déchets dans un trou à bure. Mais je n'ai aucune inquiétude. Alors vraiment, il y a des tas de trucs qui me kikinent, mais alors ça, aucune. Donc on fait ce qu'on fait aujourd'hui, on les sépare à la Hague et on les colle dans un trou et on n'en parle plus. Dans les autres inconvénients du nucléaire, il y a, voilà, donc on peut, si on veut, se dire que dans la prochaine génération de réacteurs, on fera moins de déchets. Alors ça ne me pose aucun problème. Au contraire, très bien. Donc dans les réacteurs qu'on veut faire demain, un des avantages des réacteurs à sel fondu aussi, c'est que ça incinère, j'ai envie de dire, en régime de fonctionnement normal du réacteur, une partie ce qu'on appelle les actinides mineurs, c'est-à-dire les éléments plus lourds que l'uranium qui se forment par absorption de neutrons dans le réacteur et qui sont en général radioactifs avec une radiotoxicité pour certains qui est élevée. Bon, il se trouve que ces noyaux-là, dans le cadre du fonctionnement normal du réacteur, dans les réacteurs de 4e génération, ils sont eux-mêmes cassés par des réactions de fission. Donc, vous ne les trouvez plus une fois que vous sortez le combustible usé. Donc, vous trouvez juste des produits de fission, comme aujourd'hui, c'est-à-dire des gros noyaux qui ont été cassés en deux, et ça donne du césium, du strontium, de l'iode, voilà, des trucs comme ça. Donc, vous retrouvez des déchets qui sont ceux qu'on sait gérer aujourd'hui. Et donc, comme je le redisais, on les met dans un trou, puis on les oublie. Puis voilà. C'est pas très très grave. La géologie, c'est faire tenir des choses beaucoup plus longtemps que les quelques dizaines de milliers d'années ou les quelques milliers d'années qui nous tétanisent. La géologie a su faire tenir du pétrole dans des réservoirs, alors que le pétrole, c'est liquide, pendant des dizaines de millions d'années. Donc,